Bonjour et bienvenue pour cette sixième capsule de leçon vidéo. Alors aujourd'hui nous allons changer de chapitre. Nous allons commencer à apercevoir ce que nous appelons les transformations chimiques. Donc nous en avons déjà un petit peu parlé lorsque nous parlions des transformations physiques, euh, de manière à expliquer pourquoi nous faisons ce distinguo, pourquoi nous parlions de transformation physique. Si nous faisons ce distinguo, c'est parce qu'il en existe d'autres types de transformation de la matière. Donc aujourd'hui, nous allons introduire la notion donc, de transformation chimique, c'est-à-dire l'autre grand type de transformation, au travers de quelques exemples, histoire de commencer à modeler cette notion dans votre esprit. Alors, voyons un petit peu tout cela. Nous allons commencer évidemment par reparler un petit peu des transformations physiques, histoire de que toutes les choses soient bien claires à ce niveau-là. Alors, voyons cela. Donc, transformation physique, qu'est-ce que c'est? Alors, une transformation physique, j'espère que vous avez commencé à bien le retenir, c'est une transformation au cours de laquelle la matière, les espèces chimiques qui composent la matière ne changent pas. D'accord? Ce qui va changer, c'est uniquement l'apparence de cette matière. L'exemple le plus courant que nous avons pris jusqu'ici, et c'est un très bon exemple, du coup je vais le reprendre, c'est par exemple dans le cas d'un changement d'état. Imaginons je prends un petit bloc d'eau glacée. Ça, c'est le point de vue macroscopique, d'accord? J'ai un glaçon, c'est un solide, c'est de l'eau, et je vais faire chauffer cette eau, et à l'arrivée, bon, imaginons que je place ce glaçon dans un récipient. Si je fais chauffer cette eau dans mon récipient, je vais finir par obtenir un liquide. D'accord? Ça, c'est mon eau liquide. Nous pouvons dire qu'il y a eu transformation. D'accord? Je suis passé de la matière qui avait cette apparence-là à une matière qui a cette apparence-là. Maintenant, je ne vous surprends pas en vous disant que cette eau qui était contenue dans mon glaçon, je la retrouve dans mon liquide. C'est-à-dire que la matière ne change pas. D'accord? Là, mon eau est composée de particules d'eau. D'accord? Nous avons commencé à parler de ces particules microscopiques. Donc à l'échelle macro, alors on va le noter en dessous. Ça c'est l'échelle macroscopique. Cela signifie que c'est ce que mes yeux sont capables d'observer. C'est une observation que je peux faire avec mon propre corps. Mes yeux sont capables de voir cette transformation à l'échelle macroscopique. Maintenant, nous avons commencé à voir que cette échelle macroscopique ne nous expliquait pas tout. Il était difficile de comprendre cette transformation, ce changement d'état à l'échelle macroscopique. Que se passe-t-il au sein du solide de mon eau glacée qui ne peut plus exister au moment où je chauffe et donc j'obtiens cette apparence-là? Que s'est-il passé à l'intérieur de mon eau? Ça, l'échelle macroscopique ne me le dit pas. Maintenant, à l'échelle microscopique, on va se la noter ici, je peux décrire cela. Et alors, qu'est-ce que je vais observer? Donc, nous avons appris à représenter ce que nos yeux ne pouvaient pas voir. Donc, par exemple, si l'on conserve le format de ce que nous avions fait en séance, donc je vais représenter mes particules d'eau par des petits triangles. D'accord? Dans mon solide, au début, j'ai des petites particules d'eau qui sont collées ensemble et qui sont très organisées. D'accord? Je vais représenter quelques particules qui composent ce glaçon ici. Tout ça, vous commencez à le connaître. Voilà mon eau glacée à l'échelle microscopique. Bien sûr, je rappelle, ces particules-là, il y en a en réalité des milliards dans ce petit bloc de glace-là. D'accord? Là, on a zoomé dessus jusqu'à obtenir ce qui compose cette matière, cette eau,
en l'occurrence, donc qui sont ces petits triangles bleus, on les représente comme ça. Évidemment, dans la nature, des particules d'eau ne sont pas des triangles bleus, simplement on les représente ainsi pour pouvoir les dessiner et qu'on puisse se comprendre dessus. Voilà les particules d'eau qui composent ce qu'on appelle l'eau, d'accord, dans le cas d'un glaçon. Et maintenant, dans le cas d'un liquide, alors encore une fois, je vais contenir mon liquide de manière à ce qu'il ne s'échappe pas. Une fois qu'il sera passé à l'état liquide, mon eau va ressembler à quelque chose comme ça. Toujours les mêmes particules, simplement je vais les retrouver un petit peu dans toutes les positions. D'accord, je vais en avoir des comme ça, comme ça. Ce qui ne change pas, c'est qu'elles sont toujours en contact les unes des autres. Simplement, elles ne sont plus organisées. D'accord, ça on l'a dit, on l'a revu. Voilà à l'échelle microscopique ce que va donner mon eau une fois qu'elle aura changé d'état. Donc je vois bien que la transformation a eu lieu. Il y a en fait un changement du comportement des particules d'eau. Elles étaient très liées, très fixées les unes aux autres et très rangées. Et une fois la transformation effectuée, une fois le changement d'état effectué, mes particules sont toujours là, mais elles ont changé leur façon de se comporter les unes avec les autres. Et voilà, ça c'est au niveau macroscopique, ça c'est au niveau microscopique. C'est une transformation physique. Alors, une transformation physique, je rappelle, ce qu'il a défini, c'est que, donc une transformation physique, non je vais le noter au-dessus, une transformation physique, la matière ne change pas. Mes particules qui composaient mon glaçon au début sont toujours là à la fin. Cette transformation n'a pas changé les briques de départ de cette matière. Ces briques d'eau sont toujours là à la fin. La matière ne change pas. Seule l'apparence physique change. C'est-à-dire je vois quand même quelque chose se passer, il y a une transformation, mais en fait c'est juste simplement mon tas de Lego qui était bien construit, d'un seul coup, paf, il s'est étalé. Toutes les briques se sont séparées et elles sont comme ça en tas n'importe comment. C'est le passage d'un solide à un liquide. Alors bien sûr je pourrais faire la même chose en passant d'un liquide à un gaz. Je ferai mes particules d'eau, je les représenterai qui occupent tout le volume comme nous l'avons fait dans la leçon précédente, mais mes particules ne changeraient pas. C'est bien une transformation physique. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons une transformation chimique, c'est-à-dire l'autre type de transformation? Voyons voir. Donc, transformation chimique cette fois. Alors cette fois, prenons l'exemple par exemple, je vais prendre encore un solide. Mais cette fois, je vais prendre un morceau de charbon. D'accord? Du charbon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire brûler ce charbon. D'accord? Donc en présence d'une flamme. On va présenter un briquet rapidement. Hop. Donc, on va faire brûler ce morceau de charbon. Et je me pose la question, qu'est-ce que je retrouve à la fin? Alors, vous avez tous certainement eu l'occasion de voir un bout de charbon brûlé lors d'un barbecue ou ce genre de choses. Et à la fin, on va retrouver quelques cendres. D'accord? Si je mets un récipient, hop, on va retrouver quelques cendres au fond, mais qui ne correspondent pas du tout au volume de mon morceau de charbon que j'avais au début. Et si je réfléchis bien, il y a quelque chose qui doit me gêner, parce que j'ai déjà un petit peu la conscience que puisqu'une transformation physique est censée être réversible, que je vais avoir du mal, à partir des petites poussières de cendres que j'ai au fond, d'être capable de reconstituer mon morceau de charbon. D'accord, pensez plutôt à une bûche si ça peut vous aider, une bûche de bois qui brûle dans la cheminée, reprenez les cendres à la fin et imaginez-vous, essayez de refaire une bûche avec ce que vous avez entre les doigts. Vous comprenez bien que la condition que nous avions vue lors de la leçon précédente
qu'une transformation physique était réversible, c'est-à-dire que je peux faire la transformation inverse, ce qui est bien le cas ici dans un changement d'état. Hein. Je reprends mon eau liquide, je la remets donc dans un bac à glaçons au congélateur et je retrouve mon bloc de glace. Et je peux le refaire fondre à nouveau et puis recommencer. En gros, je peux repasser de cet état-là à cet état-là autant de fois que je veux, simplement en changeant la température. Ici, lorsque l'on brûle quelque chose, on a la conscience, la notion, l'intuition que cette chose, elle est perdue. D'accord ? Ça va être très compliqué de retrouver ça. Et effectivement, une transformation chimique n'est pas réversible. Alors pourquoi ? Que se passe-t-il ? Alors en fait, si je voulais représenter ce qu'il se passe, donc ça c'est l'échelle, encore une fois, macroscopique, je vais mettre en dessous, ça c'est ce que j'observe, échelle macroscopique, d'accord, ça c'est mon observation à l'aide simplement de mes yeux. Maintenant la question est, au niveau microscopique, que se passe-t-il ? Alors imaginons, je représente mon morceau de charbon au tout début, pour pas reprendre les mêmes formes et puis pour vous montrer qu'on peut prendre ce qu'on veut du moment qu'on se donne une légende, je vais dire que je vais représenter une particule de charbon avec par exemple un carré noir, hein, ce sera très bien. Cette fois c'est pas un bloc de charbon, ça c'est au niveau macroscopique. Je vais représenter non, je vais prendre une autre forme pour pas que ça crée de soucis de compréhension. Donc je vais dire qu'une particule de charbon, je la représente au niveau microscopique par un rond noir. Voilà. Donc si je veux représenter mon solide, là, mon morceau de charbon à l'état microscopique, ça va être tout simplement ces particules de charbon qui constituent la matière qu'on appelle le charbon, qui sont collées les uns aux autres et très ordonnées. D'accord ? C'est ce que nous avons dit. Un solide, les particules, elles sont très liées entre elles et elles sont très ordonnées, très rangées, d'accord, très organisées. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire brûler cette chose-là. Et en fait, si je regarde au niveau microscopique ce qu'il va se passer après la combustion, d'accord, donc après que j'ai fait brûler, donc je vais le noter là, par exemple dans une autre couleur, on va dire, hop, après avoir brûlé, et bien en fait si je regarde la matière que j'obtiens après avoir brûlé ce bout de charbon, eh bien ça ne va pas être du tout la même chose. C'est-à-dire que si je voulais représenter ce qui a été constitué, par exemple, je peux prendre une autre forme, je vais prendre, cette fois je vais prendre un petit carré, mais que je vais faire carré rose. Alors d'ailleurs, hop, je ne vais pas faire ça comme ça, parce qu'en réalité, je me rendrai compte que une grande partie de ce que je retrouve comme matière après avoir brûlé le charbon, ce n'est pas du solide, ça va être du gaz. D'accord ? Donc, ça, ce sont des petites particules de gaz qui sont en train de se déplacer dans tous les sens. D'accord ? Donc, je vois que, est-ce que je peux dire encore une fois que j'ai toujours mes particules de charbon à la fin ? Non. Par définition, là, ce que j'ai représenté, ce sont deux substances différentes, deux espèces chimiques différentes, ce que l'on appelle. Là, l'espèce chimique de départ, c'était des particules de charbon. À la fin, mes espèces chimiques, c'est autre chose. Je ne sais pas quoi, d'accord ? Mais ça n'est pas, ce ne sont plus des particules de charbon. Et voilà pourquoi c'est irréversible. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que je reprenne ces particules et que j'essaie de refaire un bloc, d'accord, comme pour essayer de me dire je vais refaire un bloc de charbon. En fait, si je reprends toutes mes particules et puis que je les recolle ensemble, pour peu que ce soit possible de le faire, et bien dans tous les cas, vous voyez bien que, ok, je retrouve un solide, c'est organisé, mais ça n'est plus la même substance, ce n'est plus la même matière. Je suis parti de charbon, à la fin, ça n'est plus du charbon. Je ne sais pas ce que c'est, pour l'instant. Bien sûr, la science est là pour essayer de trouver les méthodes
pour découvrir ce qui s'est passé après cette transformation chimique, mais on le verra ensemble, hein, de toute façon on va travailler tout ça, mais l'important à bien comprendre, c'est que dans une transformation chimique, la matière, les particules de matière que j'ai au début, je ne les retrouve pas à la fin. Elles se sont transformées en autre chose. C'est-à-dire que la transformation, elle n'est pas seulement visuelle, elle n'est pas seulement physique, ce n'est pas uniquement l'apparence qui change, mais même la matière elle-même, c'est-à-dire que les particules qui composaient mon morceau de charbon ne sont plus là à la fin. Ces particules de charbon n'y sont plus. J'ai autre chose qui n'était pas là avant. C'est-à-dire que ces particules que j'obtiens à la fin de ma transformation, je ne les avais pas au début, d'accord? Ils ne faisaient pas partie de mon morceau de charbon. Elles sont apparues au cours de la transformation. Et c'est cette transformation des particules de départ en de nouvelles particules qui n'étaient pas là au départ que l'on appelle une transformation chimique et qui fait toute la différence avec ce que l'on nomme une transformation physique. D'accord? Et donc ça, c'est irréversible. Donc, une transformation chimique, par définition, donc je le renote ici, une transformation chimique transforme les... Hop. Je vais retirer l'option ici. Transforme les particules de ma matière. D'accord? Ce n'est plus la même substance à la fin, contrairement à la transformation physique. Donc, à partir de maintenant, lorsque vous observez une transformation, quelle qu'elle soit, il faut que vous arriviez à vous poser la question: est-ce que c'est une transformation physique ou est-ce que c'est une transformation chimique? Alors pour ça, c'est assez simple, hein, vous avez déjà une base de connaissances, hein, vous connaissez les transformations physiques les plus classiques, c'est-à-dire un changement d'état, quel qu'il soit, que ce soit une fusion, une solidification, une liquéfaction ou une vaporisation, ce sont forcément des transformations physiques. Les particules qui composent la matière ne changent pas. D'accord? Un mélange, c'est une sorte de transformation physique. Les particules qui composaient par exemple mes deux liquides de départ, lorsque je les mets ensemble, mes particules sont toujours là. Elles sont juste les unes mélangées avec les autres. Mais si je regardais au niveau microscopique, je retrouverais toutes les particules qui étaient dans mon liquide numéro 1 et toutes les particules qui étaient dans mon liquide numéro 2 sont toujours là dans le mélange au final. Simplement, elles sont les unes avec les autres. Donc un mélange, c'est une transformation physique. L'apparence change, mais ce qu'il y a dedans, non. Maintenant, vous avez certainement dans votre quotidien déjà observé des transformations dans lesquelles vous pouvez vous dire alors c'est irréversible, je suis incapable de revenir en arrière. Par exemple, lorsque vous faites de la cuisine, que vous mettez de la pâte à gâteau dans le four, vous avez une pâte un peu liquide et vous ressortez un gâteau qui est à l'état solide, qui a gonflé, qui a doublé, triplé de volume, et vous pouvez assez facilement vous convaincre que vous n'arriveriez pas, peu importe même en le refroidissant, à reobtenir votre pâte de départ, la pâte liquide. D'accord? Pensez aux crêpes par exemple. D'accord? La pâte à crêpes, lorsque vous la faites chauffer, elle se solidifie, elle devient la crêpe que vous pouvez manger en partant d'un liquide. Maintenant, refroidir cette crêpe ne vous fera pas revenir le liquide. C'est irréversible. Ça, ce sont les quelques pistes qui vous permettent d'avoir l'instinct qu'il s'agit d'une transformation chimique et non pas d'une transformation physique. D'accord? L'apparence change, certes, comme pour un glaçon qui fond, mais ce n'est pas tout. La matière, les particules qui composent cette matière ont changé et ne peuvent pas revenir à l'état de départ. Donc au niveau microscopique, je les représente de façon différente. Là où il suffisait que je reprenne la même forme au niveau microscopique pour un changement d'état, simplement je change le comportement des particules les unes avec les autres. Dans le cas d'une transformation chimique, ce que je représente au début, ma modélisation de départ, mes particules, ne sont plus les mêmes à la fin. Voilà. Et c'est
très important d'avoir compris ça. Si vous faites les mêmes particules avant et après votre transformation, alors vous parlez d'une transformation physique. Mais si vous voulez modéliser une transformation chimique, par exemple on fait une expérience, nous allons en faire en séance des transformations chimiques, comme ça, si vous devez modéliser ce que vous êtes en train de voir, d'accord, la transformation chimique qui a lieu, alors pensez bien que vous n'avez pas le droit de réutiliser les mêmes particules, la même représentation avant et après, vu que la matière aura changé. D'accord? Bien, c'est vraiment pour faire une introduction, les premiers pas, d'accord, au niveau de ce que c'est une transformation chimique, son caractère irréversible, contrairement donc à la transformation physique, et les premières approches pour le représenter en termes donc de l'échelle microscopique avec les particules de matière. Voilà. Je vous laisse regarder à nouveau, si vous en avez le besoin, les parties de cette vidéo qui peuvent vous avoir posé problème. N'hésitez pas. N'oubliez pas non plus en fin de laisser tourner cette vidéo, donc le temps de faire apparaître le résumé annoté dans votre cahier, d'accord, le résumé de leçon. Et n'oubliez certainement pas de valider tout à la fin, laissez courir la vidéo pour valider donc vos réponses. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon vidéo. Allez, au revoir.